On parlera politique ce matin avec bien sûr la direction sur l'Assemblée nationale. Nous allons nous rendre au palais des gouverneurs de Porto Novo où évidemment les députés ont ouvert hier la deuxième session ordinaire de l'année 2019 avec en ligne de mire les différentes propositions de loi dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Et pour décortiquer un peu le contenu de la tâche réelle de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, j'ai convié pour vous sur ce plateau Kader Achirou qui est journaliste à ESAE TV. Kader, bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. À vos côtés, Elie Adjeran, lui qui est notre collègue maison. Elie, bonjour. Bonjour. Bonjour Elie, bonjour chers téléspectateurs. Gabin Goubi, journaliste et chef desk politique au journal Les Pharaons. Bonjour. Bonjour Elie, bonjour Elali. Bonjour. C'est Gilles Christ. Voilà. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel. Kader Achirou, peut-on dire que l'Assemblée nationale est vraiment prête à jouer son rôle dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique? Est-ce qu'on va dire qu'elle est prête? Elle est déjà prête déjà, puisque le constat est assez visible. On peut le dire, on peut l'affirmer sans risque de se tromper, que l'Assemblée nationale est totalement prête à s'inscrire dans une dynamique d'effectivité des grandes recommandations issues du dialogue politique qui a eu lieu du 8 au 9 de ce mois dernier. Alors, il faut noter également que loin d'être dans une dynamique de vassalisation de ces institutions, l'Assemblée nationale qui est composé de formations politiques qui ont été représentées à ce dialogue politique. Des instructions ont été données donc aux députés en question et donc les députés ont pris leur responsabilité dans la chose pour que toute chose soit effective. Toutefois également il faut noter aussi que le fait que l'Assemblée nationale ait pris en urgence cette question, cela s'inscrit également dans la politique de vouloir voir un peu la tension sociopolitique plus ou moins décrispée, de voir la tension politique au moins revenir aux commodités démocratiques que nous avons eu l'habitude à connaître au Bénin depuis quelques années. Et donc cela est d'abord à l'actif de la volonté manifeste du chef de l'État à vouloir voir aussi le Bénin renouer avec les anciennes habitudes parce que comme a eu à le dire tout à l'heure le chroniqueur politique, il y a eu des discours qui se sont enchaînés, qui se sont succédés et qui ont suivi une logique donnée. Et donc c'est suite à cela que le dialogue politique a été institué. Et donc nous ne pouvons que encourager cela, nous ne pouvons qu'espérer que les réelles recommandations issues de ce dialogue politique soient transcrites en loi et que ces lois-là soient des lois bien réfléchies pour ne pas qu'à l'avenir nous assistons encore à des problèmes parce que n'oubliez pas que ce qui nous a conduit dans une telle situation aujourd'hui, ce sont des lois qui ont été approuvées par et la majorité et la minorité parlementaire d'alors. Donc, il ne s'agit pas de véritable problème. Je crois que le consensus a été acté et a été trouvé au niveau du dialogue politique, puisqu'il y avait la plus grande formation politique de l'opposition, qui est Force Koïpo et Bénin Émergent, qui a eu à participer aux différents travaux. Cette formation politique a eu à proposer les exigences qui sont en quelque sorte les exigences de toute la classe politique se réclamant de l'opposition pour pouvoir partir de Patrice Talon et ces exigences ont été prises en compte et donc pour ma part il n'y a pas de péril à la demeure. Nous ne pouvons qu'espérer que dans les jours à venir ou peut-être dans les semaines à venir que tout soit mis en œuvre, même s'il faut aller à une révision constitutionnelle, que tout soit mis en œuvre pour que nous pouvons je dirais revoir encore, renouer avec, comme je disais tout à l'heure, les commodités démocratiques habituelles au Bénin. Très bien. Gabin Goubi, même question, est-ce que l'Assemblée nationale est prête pour ça? Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt? Voilà. Bon, trop tôt, vous savez, la session budgétaire est une session classique, c'est l'une des activités classiques dévouées à un parlement. Et je trouve que c'est un exercice grandeur nature pour la 8e législature présidée bien évidemment par Louis-Yves Lavonneau. Et donc c'est l'occasion pour cette législature-là de démontrer, parce que c'est des débats passionnants. Donc souvent il y a des débats passionnants, les ministres vont passer un à un plancher pour démontrer à la face de la représentation nationale la pertinence donc des prévisions qui ont été faites dans le cadre de la loi des finances exercice 2020. Donc je trouve que c'est un exercice qui se pose à la nouvelle législature. Je dirais même que c'est la session, c'est une session test pour la législature présidée par Louis Lavonneau. On verra si évidemment ça va passer comme une lettre à la poste, comme le président déjà. Oui, au niveau du budget, oui. Va passer comme une... Parce que avant tout, c'est une session budgétaire. Donc le budget constituera forcément le plat de résistance des travaux qui seront
qui seront faits dans le cadre de cette session-là. Et donc on verra si les députés auront l'occasion, n'est-ce pas, de mettre les ministres à l'épreuve, de poser les réels problèmes pour voir si ce ne sera pas un test, ça ne passera pas comme une formalité. Une formalité. Mais justement, en marge de cette session budgétaire, il y a des lois qui sont venues de façon un peu spéciale, vu le contexte politique spécial dans lequel l'on se trouve. Et justement, c'est à ce niveau-là que l'on s'interroge sur la posture actuelle de l'Assemblée nationale. Pensez-vous que, évidemment, avec le comité d'experts composé de 9 personnalités de ce pays, en collaboration avec l'Assemblée nationale, vu un peu l'ordre du jour qui a été dévoilé hier par Louis Vlavono, comment est-ce que vous qualifiez cette démarche de l'Assemblée nationale de ne pas forcément prioriser le budget sur ces différents points-là qui tiennent à cœur aux acteurs politiques? Voilà, c'est une session budgétaire, vous l'avez dit, c'est les lois dont vous avez parlé, les 5 propositions de loi qui ont été faites par le comité d'experts, mises en place bien évidemment par le chef de l'État, ça témoigne déjà de la volonté du président Patrice Talon d'œuvrer pour la décrispation de la sanction, de la tension socio-politique, bien évidemment. Et je crois que c'est la célérité avec laquelle le comité d'experts a étudié ou bien a mis en place ces lois-là témoigne déjà d'une volonté de sortir le pays de l'auberge. Et je trouve que l'Assemblée nationale est devant ses responsabilités. Le chef de l'État l'a dit à l'issue de la réunion qu'il a tenue, bien évidemment, avec le bureau de l'Assemblée nationale, élargi bien évidemment aux commissions et aux présidents des groupes parlementaires. Je trouve que c'est l'occasion pour l'Assemblée nationale de révéler à la face du monde sa volonté d'œuvrer bien évidemment pour la réconciliation nationale, pour la décrispation donc de cette crise sociopolitique qui, ma foi, n'a que trop duré. Donc il s'agira bien évidemment de montrer comment est-ce que les uns et les autres vont s'entendre autour de ces résolutions-là. Parce que vous savez, les tests dont il est question, parce qu'on a parlé d'une proposition de loi modificatrice et complétive de la charte des partis politiques, ces lois qui ont causé quelques problèmes à la faveur des dernières élections législatives, et toute la classe politique est consciente de ce qu'il y a des résolutions, des dispositions au niveau de ces lois-là qu'il va falloir corriger. Voilà. Et je veux espérer que l'Assemblée nationale jouera sa partition et s'inscrira dans la même dynamique que le chef de l'État qui est résolument engagé aujourd'hui pour que véritablement le pays puisse sortir, n'est-ce pas, de cette crise. D'accord. Elie Adjiran, est-ce une session décisive? Bien évidemment, il faut reconnaître que au niveau de l'Assemblée nationale, les mêmes lois qui ont été donc appliquées, notamment l'achat des partis politiques qui ont permis donc à l'organisation des élections législatives dans notre pays, ont été votées par les honorables députés. C'est vrai qu'à la suite de cette élection, il y a eu des couacs, il y a eu donc des non-satisfactions, et bien évidemment, les gens sont montrés au créneau pour pouvoir donc souhaiter son amélioration. Donc je crois que la balle leur soit donc retournée au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer donc de procéder au toilettage et à la mise en œuvre donc des imperfections pour les fois à venir. Je crois que c'est déjà une session très décisive donc pour l'Assemblée nationale. Et figurez-vous, au nombre donc des lois qui sont donc sur la table des honorables députés, figure bien évidemment donc la loi de l'amnistie qui permettra bien évidemment aux exilés politiques, à toute personne. C'est vrai que cette loi d'amnistie, peut-être qu'avec les débats, on verra un peu le contenu réel des bénéficiaires, mais on sait que communément, c'est les personnes interpellées dans le cadre des violences. Bien sûr. Ça, belle idée, ça a été donc précisé, mais toutefois, il faut donc revenir pour montrer qu'une fois cette loi votée, ça vient en réalité permettre à tout le monde d'avoir un casier judiciaire donc vierge. Ça voudrait dire que toutes les personnes impliquées qui sont donc qui ont des contentieux avec la loi. Donc je crois que l'important de cette loi vient donner une certaine satisfaction à tout l'ensemble de la classe politique, qui que ce soit. Quelque acteur politique qu'il soit-il, lui donnera désormais une certaine satisfaction d'animer aisément la vie politique. Donc je crois que nous, si on revient aussi sur le financement donc, des partis politiques, depuis 1990, où on a connu notre pays,
On a dit qu'un parti politique va donc à la conquête et à la gestion du pouvoir. Mais depuis longtemps, on n'a pas pu encore aisément appliquer donc cette loi-là. Donc je crois qu'une certaine amélioration donc de cette loi vient donner davantage plus de pouvoir aux différents partis politiques. Donc au terme donc de cette session, je crois que si ces différentes lois ont été donc votées, c'est donc à l'actif de tous et ça permettra donc de pouvoir rendre plus dynamique l'évolution donc de la vie politique dans notre pays. Très bien. Kader Achirou, par rapport à la proposition de loi sur l'amnistie tout à l'heure, il y a peut-être des malcompréhensions au niveau des populations également. Si elle est votée, qui vont bénéficier de ça? Au-delà de malcompréhension, il y a aussi de confusion au sein des uns et des autres parce que d'aucuns ont estimé qu'il s'agissait d'une opération visant à asseoir davantage la légitimité du Parlement actuel. C'est pour cela que le chef de l'État a voulu procéder à travers une loi d'amnistie. Mais je tiens à préciser aux uns et aux autres que la grâce présidentielle et l'amnistie ne riment pas à la même chose, ne donnent pas le même effet. La grâce présidentielle s'inscrit dans la dynamique de ce que il y a un détenu, voilà, et le chef de l'État a décidé que je lui accorde mon droit de grâce. Mais le droit de grâce, une fois qu'il est accordé, le délit reste toujours inscrit dans le casier judiciaire, alors que la loi d'amnistie, quand elle est votée par le Parlement, elle permet de nettoyer, de réactualiser le casier judiciaire de l'intéressé ou des intéressés qui seront les bénéficiaires de cette loi d'amnistie. Alors, dans ce contexte actuel, qu'est-ce qui serait plus bénéfique pour les uns les autres? Si Patrice Talon est quelqu'un qui n'a pas de la longueur d'avance et qui n'est pas généreux, qui fait pas des choses de façon désintéressée, il pouvait dire ok, d'accord, je prends une grâce présidentielle pour tous, mais ils pourront se faire rattraper après à l'avenir. Ça peut être dans 20 ans, il peut y avoir des jeunes qui sont en prison aujourd'hui, que dans 20 ans peuvent être candidats à une élection présidentielle, candidats peut-être à une élection législative, et que peut-être au fil des années, avec l'évolution politique et le changement du personnel politique du pays, on peut avoir des dispositions qui puissent être mises pour que quelqu'un qui a un casier judiciaire entaché ne puisse pas participer à ces élections et que cela se retrouve être pris par une erreur, une banalité qu'il aurait pu éviter par le passé. Et donc moi j'estime que en toute lucidité, en toute objectivité, l'amnistie est plus bénéfique pour les uns et les autres. Alors cette amnistie, elle concerne qui? Elle concerne en réalité ceux qui ont été les auteurs, les co-auteurs ou complices des violences électorales, post-électorales, même pré-électorales des mois d'avril, mai et juin 2019. Et donc, c'est ceux-là qui sont concernés. Le cas de ceux qu'on qualifie d'exilés politiques, je crois que ce cas-là peut être toutefois revu à l'avenir ou peut-être être vu actuellement. Mais ce qui est prioritaire aujourd'hui et ce que même l'opposition radicale et jusqu'au boutiste réclame, c'est que ceux qui ont été pris par les forces de l'ordre lors des manifestations de violence puissent être libérés. Et pour moi-même, je pense qu'ils doivent être libérés parce qu'il y en a qui croupissent derrière les barreaux, qui ont été laissés à leur propre sort, et que ceux dont ils prétendaient ou prétestaient défendre les idéaux, peut-être l'absence au scrutin, n'ont même pas eu à avoir un regard bienveillant à leur encontre. Alors, je crois que sûrement que ces comptes rendus aussi ont été faits au chef de l'État, parce que n'oubliez pas qu'au-delà du fait que le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République, il est également le chef suprême des armées, et donc il y a des comptes rendus qui lui sont faits de manière plus efficiente que ce que nous avons de manière ordinaire. Et donc, à travers dans sa toge de père de la nation, il a sûrement dû décider peut-être de pouvoir faire les choses, mais pour que ces jeunes, puisque la majorité sont des jeunes, ces jeunes-là puissent jouir, puissent avoir une évolution sociale agréable et qui ne puissent pas être entravés à l'avenir à travers, comme je disais tout à l'heure, une banalité qui aurait pu être évitée par le passé. Alors, en dehors des différentes recommandations qui ont été effectuées, il y a également, comme l'évoquait tout à l'heure Elia Djeran, cette proposition de loi portant sur le financement des partis politiques. Alors, on va revenir à ça. Gabin Goubi, sur cette proposition de loi sur l'amnistie notamment, c'est vrai qu'actuellement, bon, il y a certains acteurs politiques d'un bord peut-être qui continuent de dire que bon, ce n'est pas peut-être la meilleure option, mais si elle est votée, personne ne contre la liberté. Tout le monde en sortira gagnant, non? Oui, il faut d'abord saluer cet élan de clémence, cet élan de clémence qui est affiché par le chef de l'État. Personne ne dira, bon, moi je ne suis pas content, je reste en prison. Non, pas du tout, pas du tout. Rien à voir. Il faut le dire aujourd'hui, les dernières élections législatives ont occasionné une certaine scission au niveau du pays, des dissensions au niveau de certaines populations. Ça a suscité bien évidemment des scènes de violence que nous déplorons, qui n'ont jamais été perpétrées dans notre pays. Le chef de l'État
a dû prendre l'enjeu de la situation en tant que père de la nation, comme l'a dit Kader tout à l'heure. Il a dû mesurer un peu la gravité de cette situation-là. Il s'est dit, il faut réconcilier le pays. Et je trouve que ça fait partie des recommandations fondamentales que l'opposition, enfin les forces réunies au sein du bloc dit de la résistance, ont formulé depuis des années. Et aujourd'hui, je trouve que le chef de l'État est en train d'accéder à cette alliance, mais c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez, même si aujourd'hui on peut reconnaître légitimement qu'il y a au plan juridique, selon les lois, il y a des charges qui pèsent contre ces différentes personnes qui ont donc perpétré des violences, qu'ils soient auteurs ou co-auteurs et autres là. L'intérêt supérieur du pays doit prévaloir sur toute velléité, n'est-ce pas, de sanctions ou bien de jugement de ces personnes ou personnalités là. Et donc je trouve que c'est une très bonne option que le chef de l'État a prise, et ça fait partie des recommandations issues du dialogue politique, et donc l'ensemble des délégués, ça fait partie des points qui ont requis l'accord, ou bien je dirais l'assentiment de tous ceux-là qui étaient donc conviés à ce dialogue-là. Et donc c'est dans la normalité des choses qu'aujourd'hui la plupart de ces le comité mis en place par le chef de l'État a décidé de passer cette loi-là à la table du Parlement, et je vais espérer que l'Assemblée jouera diligemment sa partition pour que véritablement on puisse parvenir à son vote. Kader parlait tout à l'heure de la loi sur le financement des partis politiques, et il va falloir effectivement que l'Assemblée nationale réagisse de ce côté, Kader. Non, et les partis politiques sont véritablement en attente. Au-delà de la réaction, il faut que l'Assemblée nationale prenne la mesure de la situation et appréhende aussi les difficultés qui vont s'imposer. Oui. Parce qu'on parle de financement des partis politiques. Oui, il faut qu'on finance les partis politiques, mais qu'est-ce qu'on peut appeler désormais parti politique aujourd'hui au Bénin? C'est là où la réforme du système partisan a tout son sens, où on peut désormais estimer qu'un parti politique n'est plus une association de personnes visant un peu à, après un échec cuisant sur le plan de vie associatif, cherchant peut-être à raser les murs à travers des salamalek peut-être aux acteurs politiques du moment pour se faire accepter dans de petits cours où se font la promotion non pas mérite mais pas révérence. Mais il faut que désormais les acteurs politiques soient des gens qui ont été formés à du réel militantisme, des gens qui ont été véritablement militants et qui croient en un idéal et qui ont quand même, je dirais, un projet de société. Et je crois que c'est là où la réforme du système partisan a tout son sens. Alors désormais, si on doit financer les partis politiques, parce que il faudrait pas que avec les réformes qui ont causé du tort, en essayant de lâcher un peu prise, qu'on puisse retomber dans les anciennes velléités, quitte à ce qu'on retrouve encore une cinquantaine de partis politiques ou bien une soixantaine de partis politiques. Nous ne voulons plus cela, parce que ce serait encore pénible à l'exécutif de pouvoir financer les partis politiques de manière convenable, parce que n'oubliez pas que tout ce qui a été fait aujourd'hui et ce que l'opposition ignore, c'est que tout cela concourt à, je dirais, à une certaine autonomisation et une certaine indépendance de l'opposition, parce que lorsque vous êtes un parti politique de l'opposition et que vous avez votre financement de la part du pouvoir en place, vous avez un statut dont vous jouissez. Je crois que vous pouvez animer la vie politique normalement, sans problème, quitte à ce que vous puissiez quand même être en opposition avec le chef de l'État sans quand même encourir des petits coups politiques qui peut être évités. Donc je crois que cette loi sur le financement des partis politiques, elle est importante. Les acteurs politiques qui sont au sein de ce Parlement-là prennent la mesure de la situation, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'ils en appréhendent les difficultés, parce que le fait de n'avoir pas appréhendé les difficultés par le passé qui ont fait que en avril nous avons assisté sur à quoi nous avons assisté. Il faut qu'ils puissent comprendre cela pour que nous puissions évoluer, et que les partis politiques puissent jouir de ce financement, et que les manifestations d'hégémonie disparaissent totalement des partis politiques, parce que c'est ça qui empêche les partis politiques, les formations politiques de pouvoir évoluer convenablement. Dès qu'il y a un financement et qu'il n'y a plus de manifestation d'hégémonie, vous allez voir qu'il y aura maintenant de véritables militants au sein des partis politiques, parce qu'ils sauront que désormais il y a de la démocratie. Très bien. Et pour que ces partis politiques puissent jouir de ce financement, si éventuellement cette loi est votée, il y a également la proposition de loi complétive du statut de l'opposition.
Justement, vous savez, comme par le passé, il a été toujours observé que c'est peut-être un opérateur économique, quelqu'un qui a les moyens, qui rassemble peut-être des gens au sein du parti politique et se prévalent déjà être le président du parti. Aujourd'hui, conformément donc au test, je crois qu'il y a déjà une cotisation que les membres eux-mêmes doivent pouvoir donner pour animer la vie politique. Ils jouissent de certains droits. Et c'est là que nous sommes en train d'avancer progressivement. Les micro-partis sont en train de disparaître et conformément donc aux nouveaux principes, je crois que ça permettra désormais même à l'opposition qui veut déjà s'affirmer pour animer la vie politique de pouvoir bien connaître déjà sa position sur l'échiquier politique et de faire des propositions concrètes. Parce que déjà on a dépassé le débat où on dit qu'on se prévale être de l'opposition et on ne fait qu'attaquer inutilement sans faire des propositions. Désormais, avec le nouveau statut de l'opposition peut se dire, bon, désormais, nous avons un cahier de charge, nous avons des propositions concrètes, nous avons en réalité un financement parce que nous travaillons au sein donc de systèmes qui répond à des normes données à pouvoir donc animer aisément la vie politique. Donc je crois que avec la question donc du financement avec la question du financement donc des partis politiques et du statut de l'opposition, parce qu'il y avait une loi effectivement portant statut de l'opposition, mais qu'il faut actualiser. Bien évidemment, qui a toujours même existé, mais qui n'avait pas été encore mise en œuvre comme il le faut. Donc je crois qu'avec l'évolution donc de la vie politique aujourd'hui, l'Assemblée nationale pourra donc voter cette loi qui pourra donc être améliorée et permettre à l'opposition aussi d'exercer aisément en toute quiétude. Les espoirs sont grands au niveau des partis politiques en ce qui concerne le statut de l'opposition, Gabin. Absolument. Vous savez, nous avons des partis politiques, je ne sais pas s'il faut appeler ça parti politique, mais c'est des partis qui n'ont pas une réelle autonomie en termes une autonomie financière. Vous savez, c'est pas organisé de telle sorte que les militants cotisent, parce que tant que le militant n'est pas formé pour la chose, ne perçoit même pas la pertinence, parce que les partis politiques, vous savez, c'est une idéologie qu'on prône. Un parti politique, c'est toute une école. C'est toute une école de militantisme, tout ça. On espérera, avec l'avènement de la nouvelle charte des partis politiques, qu'on parviendra, on va œuvrer à relever ce défi-là. Mais ce qui est là, les partis politiques ont souvent été, bien entendu, sous la tutelle de puissance financière. Donc, c'est des gens qui ont des parrainages. Et quand vous avez quelqu'un qui est derrière, qui tire les ficelles, c'est que vous n'avez pas une réelle autonomie. Vous êtes obligé de vous soumettre aux desiderata ou aux désirs de cette dernière personne. Aujourd'hui, on espérera que l'État va œuvrer véritablement pour ce financement-là, pour que les partis politiques animent véritablement la vie politique. Parce qu'aujourd'hui, l'animation de la vie politique revient aux partis politiques, bien entendu. C'est constitutionnel d'ailleurs. Justement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on improvise ou bien qu'on se lance dedans comme on le veut. C'est la tâche qui est véritablement destinée aux partis politiques, et il faut œuvrer que les partis politiques s'implantent véritablement dans ce rôle-là pour animer de façon saine et responsable la vie politique. Kader. Non, je dirais que en ce qui concerne d'abord le statut de l'opposition, je crois que pour compléter ce qui a été déjà dit sur le sujet, il y aura désormais peut-être des quotas qui seront vus, peut-être au niveau des nominations, au niveau des désignations, pour que on puisse renforcer davantage leur présence au niveau des instances de direction. En dehors de cela également, il faut que cela soit inculqué dans la mémoire collective des uns et des autres, que l'opposition n'est pas synonyme à de l'inimitié, hein, ou peut-être à une sorte d'adversité teintée de haine et de colère, non, parce que vous avez vu le professeur Prudent Victor Topano avait à le dire lors de la cérémonie que nous sommes dans un pays où la situation est tellement alarmante qu'une simple proximité avec le chef de l'État est perçue comme un crime. C'est pas parce que l'on est opposant qu'on ne peut plus se voir aller rendre visite au chef de l'État, c'est pas parce qu'on est opposant qu'on ne peut plus aller se rapprocher du président de la République pour essayer de s'enquérir des choses, parce qu'on n'est plus opposant qu'on ne peut plus aller à la présidence de la République pour voir peut-être un ancien ami. C'est parce qu'on est opposant qu'on ne peut plus aller assister, hein, je dirais, au baptême peut-être d'un enfant d'un ministre de la République. Bien sûr. Je crois que il faut que les gens comprennent désormais que l'opposition, elle est faite à
un système. Elle est faite à un type de gouvernance et non à une personne. Parce que vous avez vu que FCBE, c'est là où je tiens quand même, permettez-moi de quitter un peu le sujet, je tiens quand même à mayaniser cette position, cette posture de FCBE qui ont repris un peu plus de lucidité, qui ont compris que l'exercice ou l'essence d'un parti politique, c'est la conquête des pouvoirs, et que dans cette radicalité, ils seront comme d'autres formations politiques qui ont été toujours là, dans la radicalité depuis 1990, bien avant, et qui ont toujours été des radicaux, mais qui n'ont jamais pu exercer le pouvoir d'État. Et donc, ils ont compris désormais qu'il faut parfois aller échanger, il faut parfois aller à des tables de négociation, faire des concessions, trouver les compromis les plus utiles, les plus urgents, pour que l'essentiel, le peuple béninois puisse se porter bien et que le climat sociopolitique peut être agréable. Je veux dire, pour finir, que ce que les uns et les autres ignorent, la paix, elle n'a pas de prix. Oui. Alors, si c'est ce qu'il faut faire pour que nous puissions obtenir la paix, pour que les acteurs politiques puissent se sentir plus agréablement à l'aise, alors il faut le faire. Et pour revenir au statut d'opposition, nous espérons que cela soit également voté avec la même priorité qui est accordée aux autres propositions de loi qui ont été déposées, pour que désormais une nouvelle ère puisse souffler sur le paysage politique béninois et que cette nouvelle ère-là puisse emporter les ripoux, les nénuphars politiques qui ont tout le temps constitué les véritables maux qui ont entravé le développement de la jeunesse. Je crois que ce vent-là puisse souffler, puisse l'emporter, pour qu'il puisse avoir un rajeunissement du personnel politique béninois. Je vois venir justement vos analyses. Elia Djera, il y a aussi d'autres propositions de loi, notamment la loi sur le code électoral, la loi modifiant le code électoral et également la loi complétive de la charte des partis politiques. Oui, justement, vous savez, au thème donc de toutes ces réformes qui sont en vue, c'est qu'on pourra donc être une référence au sein de la sous-région en matière démocratique, parce que ce n'est pas facile. On dit vraiment que pour atteindre un grand succès, il faut vraiment du sacrifice. Et je dis qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de traverser une grande épreuve qui, au thème, pourra donc permettre de pouvoir redonner une nouvelle image à l'animation de la vie politique dans notre pays. Parce que déjà, quand on prend aujourd'hui le code électoral, déjà même au sein donc des différentes lois votées, notamment l'article 126, qui stipule aisément déjà que la Sénat porte déjà un regard sur le fonctionnement et la désignation donc du choix porté au sein donc des partis politiques. Je crois déjà que c'est déjà un rapport direct qui permet un tant soit peu de donner beaucoup plus de la visibilité dans la gestion des positionnements. Parce qu'il y a certaines frustrations que nous observons au sein des partis politiques qui ne sont pas forcément issues de leur propre gré. Simplement parce qu'il y a Il y a surtout l'article 46 qui a interdit qu'on puisse retoucher aux listes après dépôt à la Sénat. Bien évidemment. Qui a coûté d'ailleurs une participation. D'une expérience. Évidemment, on est d'accord. Et ce n'est pas que ça. Cette fois-ci, les partis politiques, après expérience, ont trouvé que bon, il faut revenir à... Il y a aussi que quelqu'un ne peut pas être membre de deux partis politiques à la fois. Parce que déjà, nous constatons parfois des transhumances politiques et déjà on tient compte des conciliabules, des intérêts de gauche à droite. Je crois que tout cela est terminé. Désormais, quand on est dans un parti politique, on définit son idéologie, on anime la vie politique, on est membre, on fait des propositions concrètes pour faire grandir la vie politique. Donc je crois que c'est ce qu'il faut désormais pour notre pays. Très bien, Gabin Goubi. Oui, je trouve que déjà c'est pertinent qu'on ait posé, qu'on ait mis ces problèmes-là sur le tapis, parce que tout est parti de là. Il faut dire que la crise électorale qu'on a déplorée tous est partie du fait que certaines dispositions des lois étaient revenues très difficiles à des formations politiques. Et beaucoup parmi ces formations politiques-là n'ont pas pu franchir l'étape donc de la mise en conformité vis-à-vis donc de la nouvelle charte. Et quand vous parlez de code électoral, d'aucuns ont posé le problème, et à l'occasion donc du dialogue politique initié par le chef de l'État, ils ont posé le problème de la caution, par exemple, du cautionnement. Des gens ont trouvé le montant assez élevé. Sans fausse modestie, je fais partie de ceux qui trouvent que quelque part c'est un peu restreindre un peu l'électorat ou bien l'élection à la représentation nationale à des personnes qui ont un peu de moyens. Alors cela ne devrait pas être le cas. Il y a dans nos formations politiques, il y a des personnes qui sont... du dialogue politique, on a écouté un peu les différents avis sur la question. Oui. Ça fait partie des points de convergence qu'il faut renforcer évidemment la réforme.
la réforme, tout à fait. Et on a parlé également au niveau donc du code-là, de l'article 46 dont vous avez parlé, qui permettra désormais aux partis politiques de verser à la Sénat, bien après dépôt, un certain nombre de modifications qui pourraient intervenir au niveau des listes de candidats, de candidatures et autres là. Et on a parlé également enfin, beaucoup d'autres. Ça m'échappe un peu. Mais je trouve que ce qui est fait, ce qui est proposé là, ça permettra véritablement d'asseoir, de trouver de consensus autour de ces lois-là. C'est vrai que ça a été voté pratiquement presque à l'unanimité des députés présents à la session de cette 7e législature. Mais à l'application, à la mise en œuvre de ces lois-là, on a été confronté à quelques problèmes. Et donc ça permettra de revenir dessus. Kadé Achiro. Alors, je dirais que la crise électorale que le Bénin a eu à connaître cette année, puis sa légitimité de l'adoption et du vote d'une réforme régissant ou réaménageant le code de vie associatif des partis politiques, le code électoral également, des lois qui ont été votées à une quasi-totalité des députés présents, qu'on soit de la majorité ou de la minorité, mais qui ont eu à exposer quelques limites parce que au niveau de l'applicabilité de ces lois-là, il y a eu d'excès de naïveté politique par endroit, il y a eu d'immaturité politique par d'autres endroits, il y a eu également des questions, des manifestations d'ego qui sont exprimées au niveau de certaines formations politiques parce qu'on s'est dit, nous existons depuis tant d'années, comment il peut y avoir une loi qui va nous dire qu'il faut qu'on ait une refonte, voilà. Et ce sont ces égos-là qui ont fait que, à la fin, on a assisté à un véritable gosselot au niveau des instances administratives qui avaient en charge la délivrance de papiers administratifs qui devaient attester la conformité de ces partis politiques. Et donc nous avons assisté à quoi? Il y avait eu 5 qui étaient finalement aboutis, qui ont passé le cap de la conformité. Après, il n'y a eu que 2 qui ont été retenus par la Sénat parce qu'il y avait eu des doublons, parce qu'il y avait eu des fautes, il y avait eu des erreurs. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce complément qui doit être fait au niveau de cette charte et au niveau du code? C'est qu'on estime désormais que dès qu'il y a un doublon, dès qu'il y a un candidat qui est sur 2 listes, au lieu de pénaliser toute la liste, il faut au contraire pénaliser le candidat. Alors moi je pense que au-delà de cela également, j'aimerais quand même lancer une piste de réflexion aux amis députés. C'est dire que il peut arriver que j'ai Gilles Christ qui est dans ma commune, je sais que il est positionné par telle formation politique par telle formation politique. Alors je combine, puisque nous sommes en politique, je combine pour que on le positionne également sur ma liste à moi dans la même commune pour annuler sa participation au scrutin. Alors, dès que c'est fait ainsi, il devient inéligible et tout de suite au niveau de la relecture, après le parti politique la peut remettre à sa place. Nous sommes en politique, et nous pouvons évaluer. Alors, c'est pourquoi, oui, mais comment on dépose le dossier de candidature de quelqu'un avec ses propres pièces sans son avis? Sans son avis. Je vais vous dire que, vous savez, en politique, généralement... On peut photocopier vos propres pièces originales et la déposer sans vous. Très bien. C'est des malices. Très bien. Voilà. Mais ce que vous dites, ce n'est pas... C'est de la malice. Nous sommes en politique. Vous savez, en politique... en dehors de tout est possible, c'est que il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible pour arriver à la finalité. La finalité, c'est qu'il y a d'abord des adversités politiques. En dehors du fait qu'il y ait des adversités politiques également, il y a la recherche permanente et effrénée du gain et du profit et de l'exercice du pouvoir d'État. Comme ce sont des gens qui ont une fois fait le combat politique, qui sont à l'Assemblée nationale. Il faut préciser également. Il a pris tout votre temps. Oui, je finis rapidement pour dire que si autrefois on avait décidé de ne plus permettre que la Sénat, parce qu'il faut apporter cette clarification aux amis téléspectateurs, qu'on avait refusé la Sénat de ne plus permettre qu'on retouche les listes, c'est parce qu'on avait constaté que parfois le parti politique, la formation politique à travers son bureau dépose une liste et à la fin,
on a connu avec un parti politique qui est très célèbre, à la fin, on retrouve toute une autre liste conçue. Et donc, c'est pour éviter ces cas-là que cela a été fait. Mais j'espère que les députés vont trouver la bonne manière. Bon, on va rapidement faire un dernier tour. Puisqu'on parle d'une session de toutes les attentes, les populations lambda aussi attendent aussi beaucoup de choses à partir de cette session, puisque là, on n'a parlé que des hommes politiques. Mais à l'occasion de cette session, on va voter le budget, exercice 2020, le budget de l'État. Et dans ce budget, on sait qu'il y a une forte priorité donnée au social. Gabin Goubi, les populations, enfin les petites gens qui sont chez eux, très loin de Cotonou, qui n'ont rien à faire avec la politique aussi, qui ne s'intéressent pas à la politique aussi, en ressortiront aussi gagnantes. Je parle des populations de cette session. Oui, le président de l'Assemblée nationale a dit dans son discours inaugural, dans son discours d'ouverture justement de cette session-là, que les attentes des populations sont énormes. Les attentes des populations sont énormes. Et j'ai dit tout tantôt que c'est une véritable session qui est comme un test grandeur nature pour cette nouvelle législature-là. Et c'est l'occasion pour la représentation nationale de démontrer à la face du peuple son ambition à accompagner réellement le gouvernement dans la concrétisation de ce volet social-là. Parce que ce n'est que ça que les populations attendent aujourd'hui. Vous savez, le PAG est souvent pris à défaut par rapport à son peu, à son manque de bienveillance au niveau des populations, tout ça. Donc ça permettra à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas espérer que ça passe comme une lettre à la poste. Parce que quand ça va passer comme une lettre à la poste, vous souhaitez qu'il y ait des débats, qu'il y ait des débats vraiment fructueux, et puis on trouvera du concret. Et donc je veux espérer que les députés feront l'essentiel pour que véritablement le peuple se sente vraiment représenté à notre Assemblée. Elie Adjiran. Et je crois que, comme annoncé même par le gouvernement à travers son chef, c'est l'année du social et je crois que l'impact serait là. C'est vrai que les différents ministres viendront donc présenter les points donc de la gestion de l'année antérieure pour pouvoir donc amorcer le budget de l'année nouvelle. Donc j'ose croire bien évidemment que vraiment le débat sera très houleux, mais la fin sera donc très heureuse pour pouvoir donc impacter favorablement donc le quotidien des citoyens béninois. Kader. Une petite clarification, quand on parle de social, il faut préciser aux populations que le social, c'est pas la propagande électorale, le social, c'est pas la distribution tel un guichet de billets de banque, mais le social, ce sont des mesures qui sont mises en œuvre par un gouvernement visant quand même à améliorer les conditions de vie de ces populations. J'espère que les différents députés, les 83 représentés au sein de ce Parlement, qui sont censés être les représentants du peuple, pourront faire transgresser dans ce budget-là les besoins les plus latents de leur population à la base afin que cela soit pris en compte largement. N'oubliez pas que l'exécutif a fait sa proposition à lui, c'est-à-dire on pense aux retraités, on pense aux agents de l'État. Tout à fait. Et c'est là où ce que Gabin lui a fait observer, il faut qu'il y ait des débats, mais des débats hautement responsables, pas des débats de bassesse, non, des débats hautement responsables qui s'inscrivent dans une dynamique de vouloir améliorer et perfectionner ce budget-là, mais qui ne soient pas des débats pour chercher à comprendre ce qui est déjà appréhendable. Non, il faut que ce soit des véritables débats qui soient effectués pour qu'on puisse avoir une bonne loi, parce que n'oubliez pas que tout ce que cette législature est en train d'être faite, elle est en train d'être scrutée plus que jamais. Et donc, c'est à elle de montrer que, véritablement, elle a eu à mériter la confiance des populations béninoises et qu'elle a une législature responsable, digne, une législature qui constitue également une institution de contre-pouvoir et qui peut lui arriver aussi de revoir des choses dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt supérieur des populations. Et donc, j'espère que, sous le leadership éclairé de son président, Louis Vlavonou, que les choses se passeront avec efficacité et surtout efficience pour le bonheur des populations béninoises dans leur ensemble.